Laurent Wauquiez veut envoyer les OQTF dangereux qui ne veulent pas rentrer dans leur pays à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a énormément de réactions. C'est une proposition qu'il fait dans le JD News qui sort aujourd'hui dans les kiosques. Il est en une évidemment du JD News. Enfermons les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. On en parle dans un instant avec l'un des meilleurs spécialistes des questions d'immigration, Nicolas Pouvreau-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, qui est déjà avec nous. A tout de suite. Bon réveil. C'est News, il est 7h16. Avant de parler des OQTF dangereux qui pourraient être envoyés à Saint-Pierre-et-Miquelon, le rappel des titres, les dernières informations avec Chana Lousteau. Le procès de Dabia B aura lieu en octobre prochain, du 20 au 24 octobre précisément, soit 3 ans après la mort abominable de Lola, 12 ans. Cette Algérienne sous OQTF est accusée de meurtre, viol, torture et actes de barbarie sur cet enfant. Lola avait été retrouvée sans vie dans une caisse en plastique dans la cour de son immeuble. Après ce drame, le père de la jeune fille s'est laissé mourir de chagrin. Et puis Robert Badinter va entrer au Panthéon le 9 octobre, parce que c'est le 9 octobre 81 que la loi d'abolition de la peine de mort a été promulguée. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait annoncé la panthéonisation de l'ancien ministre de la Justice à l'occasion d'un hommage le 9 avril 2024, place Vendôme. Son nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France, avait dit le chef de l'État. Nicolas Pouvreau-Monti est avec nous, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. On va décrypter la proposition choc de Laurent Wauquiez qu'il fait à la une du journal du JD News, le JD News qui sort aujourd'hui. Enfermons les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je le disais il y a quelques instants, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes des questions d'immigration, mais l'un des meilleurs techniciens, parce que c'est compliqué, hein, on peut avoir des avis, mais c'est compliqué. Sur cette proposition d'envoyer les OQTF dangereux qui ne veulent pas rentrer dans leur pays, donc à Saint-Pierre-et-Miquelon, quel est votre avis ? Écoutez, sur le fait de les placer en rétention de manière plus sécurisée, ça me semble être un objectif incontestable. Aujourd'hui, on a un enjeu tant de nombre de places dans les centres de rétention administrative, 140 000 OQTF par an, 2000 places dans les CRA, et on a un enjeu de sécurisation. C'est-à-dire que clairement, les centres de rétention, pour les plus anciens d'entre eux, ont été construits pour ne pas ressembler à des prisons. Or, le public qu'on accueille aujourd'hui dans les centres de rétention, il est à 90% composé d'étrangers en situation irrégulière qui représentent une menace pour l'ordre public ou qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale récente. Donc sur l'objectif de fond, on peut tout à fait s'entendre. Sur le fait de construire ce centre à Saint-Pierre-et-Miquelon, j'entends le symbole qui consiste à éloigner autant que possible ces profils dangereux de la population générale. Il me semble néanmoins qu'on a déjà un potentiel pour construire des centres de rétention en métropole. Simplement, il faut que l'État se donne à la fois la volonté et les moyens budgétaires pour le faire. Alors, j'entends vos arguments, mais je vais opposer d'autres arguments. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Oui, on pourrait en créer en France. Métropolitaine. On ne le fait pas. Les OQTF, on n'arrive pas à les renvoyer. Là, c'est symboliquement fort. Et parfois, il faut des symboles. Est-ce que ça, c'est pas un argument qui peut peser ? La valeur du symbole est absolument évidente. C'est dur, hein. Oui. C'est humainement dur. On est d'accord. Alors, mais il l'assume. Il dit c'est fait pour ça. Oui, effectivement, c'est pas la Riviera, Saint-Pierre-et-Miquelon. Hein. Étant entendu que l'objectif final doit rester le renvoi de ces OQTF vers leur pays d'origine. Et si l'objectif est de les faire passer de la France vers l'Algérie, le détour par l'Amérique du Nord est un peu contre-intuitif, dirons-nous. Mais de ce point de vue-là, la question fondamentale, j'y reviens, c'est vraiment celle du nombre de places. Ne serait-ce que pour éloigner ces profils dangereux, il faudrait 15 000 places en CRA par rapport aux 2000 qu'on a aujourd'hui. Les construire, ça coûte 4 milliards d'euros en dépenses d'investissement. Mais ces 4 milliards d'euros de dépenses d'investissement sont à mettre au regard d'autres dépenses pour les clandestins. L'hébergement d'urgence des clandestins, c'est 1 milliard d'euros par an. L'AME et les autres dispositifs de soins pour les clandestins cumulés, c'est presque 2 milliards d'euros qui sont des dépenses annuelles en pure perte. Donc il y a ces enjeux de nombre de places qui sont en plus renforcés par le fait que 10 à 15% des places en CRA ne sont pas utilisables en raison des dégradations qui sont commises par les occupants. Nicolas Pouvreau-Monti. Il faudrait allonger la durée de rétention dans les centres de rétention administrative. Et si oui, de combien ? Pour l'instant, c'est 90 jours ? Absolument. C'est-à-dire que tout se tient. Il y a d'une part le nombre de places, on l'a évoqué. D'autre part, la sécurisation. Et ensuite, il y a tout le champ des obstacles juridiques. Et les obstacles juridiques, la durée de rétention figure clairement au premier rang de ces obstacles. Aujourd'hui, c'est maximum 3 mois, à de rares exceptions pour les profils en lien avec des activités terroristes, où on peut aller jusqu'à 210 jours. Le droit européen nous permet d'aller jusqu'à 18 mois. Et dans un certain nombre de grandes démocraties... Donc 540 jours, hein, 18 fois 30, 540 jours. Absolument. Et aujourd'hui,
En France, c'est 3 mois maximum. Donc, D'accord. Étant entendu qu'il y a un ensemble de grandes démocraties dans le monde, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, où il n'y a pas de durée maximale pour la rétention des clandestins. C'est-à-dire qu'on peut les garder indéfiniment. Donc cet obstacle de la durée de rétention, il est essentiel. Mais il y a aussi d'autres obstacles juridiques, et notamment le rôle trop important donné aux juges des libertés et de la détention. On parle beaucoup des laissez-passer consulaires, dont la non-délivrance est un vrai problème, mais le principal motif d'échec des éloignements pour les profils en CRA, c'est la libération par le juge, avec parfois des exemples absolument hallucinants. Il y a quelques mois, un juge des libertés et de la détention a ordonné la libération de 7 clandestins parce qu'ils n'avaient plus accès au téléphone dans leur CRA, sachant que le téléphone avait été dégradé par les clandestins eux-mêmes. Donc on voit qu'on est sur un système dans lequel le rôle de ce juge des libertés et de la détention est un vrai obstacle à l'éloignement. Quand je vous écoute, je me dis que ça va être compliqué de... Alors, limiter l'immigration, oui. La stopper, c'est quasiment impossible. La limiter de façon très, très sensible et très importante, ça risque d'être compliqué. Quelle serait la mesure qu'il faudrait prendre pour maîtriser au minimum notre immigration et la réduire de façon très nette? Je dirais qu'il y a ce qui peut être fait à très court terme et ce qui nécessite des changements plus structurels. Ce qui peut être fait à très court terme, c'est finalement éteindre un certain nombre de facteurs d'attractivité spécifiques de la France. J'évoquais l'hébergement des clandestins. La France est l'un des seuls, si ce n'est le seul pays en Europe, à prévoir dans son droit le principe d'un hébergement inconditionnel des personnes. Il y a tout l'enjeu de l'attractivité sanitaire. On parle de l'AME, on parle des titres de séjour pour soins. On a notre système de logement social qui est aussi un facteur d'attractivité puissant. Tout ça, on peut agir assez vite parce que dans le cadre européen commun, les contraintes européennes communes qui sont aussi celles de nos voisins, nous avons hélas travaillé à nous rendre plus attractifs sur ces différents champs-là. Si on prenait ces mesures, c'est une information qui irait jusque dans les pays d'immigration, en clair l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. Mais très clairement, c'est-à-dire que feu le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, avait parlé du benchmarking dans le cadre du choix de pays destination de l'immigration. C'est-à-dire la comparaison des avantages. La comparaison d'un pays à l'autre entre les avantages, mais c'est un fait qu'on constate de manière saisissante. Si on prend par exemple le cas des entrées irrégulières dans l'Union européenne, il y a eu une baisse des 2/3 des entrées par l'Italie l'an dernier, alors qu'il y a eu une forte poussée par l'Espagne. Globalement, ce sont les mêmes migrants. Mais les migrants ont vu les signaux de fermeté envoyés par l'Italie et ont vu à l'inverse les signaux d'ouverture donnés par l'Espagne. Et ces migrants, y compris dans les situations de détresse qui peuvent être les leurs, et plus encore les filières criminelles qui les accompagnent, ont un comportement rationnel. C'est-à-dire qu'ils réagissent aux signaux et aux contre-signaux d'ouverture et de fermeté. Nicolas Pouvron-Danty, hier soir interrogé dans 100% politique par Gauthier Lebret et ses invités autour de la table, Laurent Wauquiez, interrogé sur le grand remplacement, a dit c'est tout simplement la question, c'est une réalité démographique. Vous n'allez pas le contredire? En tout cas, dans le choix de la notion de grand remplacement, comme dans la notion de submersion employée par le Premier ministre, il y a une dimension politique, mais au-delà de cette dimension politique, il y a les faits. Et les faits incontestables sont ceux d'un bouleversement démographique absolument inédit généré par l'immigration. On a atteint ces dernières années des niveaux d'immigration jamais vus dans l'histoire de notre pays. Et dans le même temps, on a eu l'an dernier un nombre de naissances au plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et déjà, dans cette structure des naissances, on voit un changement démographique très rapide. Pour la première fois en 2023, plus de 30% des naissances en France ont été issues d'au moins un parent né en dehors de l'Union européenne. Et ça renvoie à une transformation d'une rapidité et d'une nature absolument sans précédent. Merci beaucoup d'être venu nous décrypter tout ça avec votre œil d'expert. Merci beaucoup Nicolas Pouvron-Danty. Bonne journée, à bientôt.